Bonjour à tous et bienvenue dans la première de History Club. Dans ce podcast, nous allons explorer des histoires incroyables mais vraies, des histoires qui dépassent largement l'imagination la plus folle. Découvrons ensemble les petites histoires qui ont fait la grande. Je m'appelle Louise et bienvenue dans History Club. Fermez les yeux et imaginez. Nous sommes dans un club de gentlemen en Angleterre, un homme est debout au bar, un verre de scotch à la main, une cigarette dans l'autre. Il est grand, beau, élégant, il a cette aisance des fils de bonne famille anglaise, le regard rempli de défis, et un sourire à faire fondre n'importe qui. D'ailleurs, peu de personnes sont capables de lui résister. Attention à vous si vous tombez sous son charme, votre vie est peut-être en danger. Je vous présente Kim Philby, un agent secret devenu célèbre pour être l'un des plus grands traîtres de l'histoire du renseignement. Ambiance. En 1912, né Harold Adrian Russell Philby, surnommé Kim par ses parents, il est le fils de St. John Philby, un homme mystérieux, lointain, qui paradoxalement déteste l'establishment anglais alors qu'il est lui-même diplomate et espion en Arabie Saoudite. Là-bas, il se convertit à l'islam et devient l'éminence grise du roi Ibn Saoud. St. John Philby est aussi un partisan nazi et il est très proche de l'extrême droite anglaise. Ça commence bien. Philby rentre au Trinity College de Cambridge en 1929. C'est là, au contact du professeur d'économie et rabatteur du Parti communiste anglais Maurice Dobbs, qu'il adhère à la profession de foi du marxisme-léninisme. En 1933, la menace du nazisme grandit en Europe et Dobbs explique alors à ses étudiants que la seule façon de lutter contre le fascisme, c'est de rejoindre le seul, le beau, le Parti communiste. À Cambridge, notre futur espion se lie d'amitié avec 3 autres garçons qui partagent la même fascination pour le parti. Guy Burgers, Anthony Blunt et Donald Maclean. Une amitié extrêmement forte, mêlée d'amour, d'admiration et de rivalité. Un mélange détonnant. Un 5e homme entre dans la bande, John Cairncross, mais avec notre Philby, ça ne passe pas. Pour la simple raison que Cairncross est boursier et n'appartient pas à l'élite. Chassé de naturel. Arrivent donc au complet les Magnificent Five ou les 5 de Cambridge. Ils font une sorte de pacte à la vie et à la mort, comme les mousquetaires auxquels aucun d'eux ne pourra échapper. Faites donc bien attention quand vous faites ce genre de pacte, vous serez peut-être obligé un jour de faire disparaître un corps à 4h du matin dans la pampa. Après ses études, il part voyager en Autriche alors en pleine guerre civile. Bon choix pour le tourisme. Là, il tombe éperdument amoureux de Lizzie Friedman, une brune mystérieuse, militante du Parti communiste qui l'entraîne dans la clandestinité. C'est une véritable passion amoureuse qui se joue alors, plus forte que dans Coup de foudre à Notting Hill. Mais Lizzie est en danger, la vie d'espionne ce n'est pas simple. Alors, ni une ni deux, Philby prend son courage à 2 mains et décide de l'épouser. Ils partent vivre à Londres. Lizzie présente à son mari Otto Deutsch, un agent du NKVD, les services secrets soviétiques, ancien nom du KGB. Pour Deutsch, la rencontre avec notre gentleman anglais est une aubaine incroyable parce que grâce à lui, Otto arrive à recruter les fameux 5 de Cambridge pour le compte de l'URSS. Sa mission, qu'il accepte, est de rentrer au cœur du système anglais, mais pour ça, il doit faire disparaître son passé et sa passion communiste. Il devient alors conservateur et rompt avec Lizzie au profit d'Eileen, une femme issue de la bourgeoisie anglaise, avec qui il aura 5 enfants. Moscou l'oblige à devenir journaliste pour le Times Magazine. Il part en Espagne, alors en pleine montée du fascisme, et après une blessure à la suite d'un éclat d'obus dans la ville de Teruel, il est décoré de la Croix de l'Ordre du Mérite militaire par Franco. La parfaite couverture anticommuniste. En 1940, il est de retour à Londres où son copain Guy Burgers le fait rentrer au MI6, les services secrets britanniques, comme James Bond. Coup de maître pour Moscou, Philby et Burgers sont au MI6, Blunt au MI5, le contre-espionnage, Cairncross et Maclean sont au MI2.
Non, je plaisante, le MI2 n'existe pas. Eux, ils sont au Foreign Office dans la diplomatie. Bref, la totale. En 1941, l'Allemagne nazie attaque l'URSS, violant ainsi le pacte de non-agression signé entre les deux en 1939. Les 5 s'en frottent les mains, l'Angleterre devient alors un allié de l'URSS. En 1943, notre homme est à Gibraltar. Non, il n'est pas en vacances, il est en charge de la sécurité du général polonais Władysław Sikorski, un des ennemis de Staline, mais oups, le général meurt des suites d'un accident d'avion. C'est étrange que sous la protection de Philby, un des ennemis du président russe décède. Bon, j'arrête d'insinuer, c'est carrément lui qui a provoqué l'accident. Juste avant la fin de la guerre, le MI6 fait de sa priorité la capture d'espions communistes, et ça sent pas bon pour notre ami. Mais qu'à cela ne tienne, un problème, une solution. Si les services anglais veulent absolument piéger les espions communistes, on va leur en donner. Tel un génie malfaisant, Philby propose de créer une section spéciale de contre-espionnage des activités communistes et soviétiques. Un tour magistral, puisque cela lui permet de prévenir les agents qui sont sur le point d'être démasqués. Et surtout, il peut étouffer le moindre indice contre lui. Mais pas que. Il est le premier informé quand un agent soviétique fait défection à l'ouest. Exemple, Istanbul 1945. Un citoyen russe et sa femme débarquent à l'ambassade britannique. Ils sont très nerveux et pour cause, il s'agit de Konstantin Volklov, le vice-consul de l'Union soviétique en place. Il demande l'asile politique en échange de centaines de noms d'agents soviétiques en Angleterre et en Turquie. Il affirme que 2 agents qui travaillent pour le Foreign Service à Londres sont en fait des agents doubles. Vous vous rappelez les copains et le pacte ? Mais surtout, il annonce qu'un 3e espion se trouve être très haut placé dans la hiérarchie du SIS, le Secret Intelligence Service. Ça commence à devenir dangereux. Mais si vous avez bien suivi l'histoire, vous savez que ces informations arrivent en fait sur le bureau de Philby. Et il comprend qu'on parle de ses copains Burgers et McLean, mais surtout de lui. Il dira à ses patrons « Tranquille, ne vous inquiétez pas, je vais aller le chercher moi-même en Turquie ». Ce qu'il fera, mais il aura bien pris soin de prévenir ses copains de la défection de l'agent qui sera alors vite rapatrié en ex-URSS et liquidé. Merci, au revoir, bonne journée. 1949 arrive et là, bim, la consécration. Le gars est nommé chef du MI6 à Washington. Il prend sa femme et ses gosses pour les États-Unis, mais sa femme devient dépressive et alcoolique et soupçonne même son mari d'être un agent double. Quelqu'un a dit que c'était important la confiance dans un couple ? Là, c'est la belle vie pour notre ami qui abreuvera les soviétiques d'informations top secrètes. Il entend parler d'un programme qui s'appelle Venona et qui est censé déchiffrer les messages soviétiques. Et le pire, c'est que ça marche. Venona révèle qu'il y a une taupe au Foreign Office à Londres surnommée Homer. Et notre héros comprend que Homer, c'est son ami McLean. Là, il se doute que ça devient dangereux pour lui et que de nombreux soupçons vont survenir. Il prévient son copain Burgers qu'il a suivi à Washington. Ce dernier part à Londres pour prévenir le 3e larron qu'il est grillé. Moscou pousse les deux à s'exfiltrer pour la mère patrie. La CIA ne veut plus collaborer avec Philby. L'étau se resserre. Il est renvoyé à Londres, où il est obligé de démissionner. En 1955, on apprend que ses copains sont bien en sécurité à Moscou, et les services secrets occidentaux se demandent si le 3e homme dont parlait Vladislav Constantine, ce ne serait pas lui finalement. La rumeur court partout. Mais notre génie a une idée. Le 8 novembre 1955, il convoque la presse. On lui demande alors s'il est le 3e homme, ce qu'il dément. On lui demande s'il a des liens avec des communistes. Il répond que la dernière fois qu'il a parlé à un communiste, en sachant que c'était un communiste, c'était en 1934. Il ment avec talent, il n'est plus inquiété. Il devient ensuite journaliste en place à Beyrouth. Mais alors que le MI6 avait rompu tout lien avec lui, il décide de le rétribuer pour fournir des infos sur le Moyen-Orient. Ce qu'il fera avec plaisir, mais sans jamais oublier d'informer aussi l'Est. On ne change pas une équipe qui gagne. Entre-temps, sa femme décède et il tombe sous le charme d'Eleanor Brever, une femme mariée qu'il finira par épouser. Ironie des choses, l'ex-mari de Brever était en charge de sa surveillance pour la CIA,
qui n'a jamais eu confiance en notre homme. Philby sent que c'est bientôt la fin des haricots et sombre doucement dans l'alcool et la dépression. Imaginez, vous avez voué votre vie à la trahison et à la manipulation, vous pensiez être le plus fort, et ce n'est pas le cas. Coup dur. Un soir de janvier 1963, une nuit sombre à Beyrouth. Philby rencontre son ami de longue date, Nicolas Elliott, un agent respecté au MI6. Après plusieurs verres, Kim commence alors à faire ses aveux, mais de manière confuse. Elliott lui propose de tout mettre par écrit en échange de l'immunité. Contre toute attente, Kim accepte, mais moyennant un temps de réflexion, ce qui lui sera accordé. Et puis, il disparaît. Plusieurs mois plus tard, on apprend qu'il est en Russie et confirme donc qu'il était bien le troisième homme. S'il meurt en mai 88, le mythe Philby résonne encore comme l'une des plus grandes histoires de l'espionnage. Je ne résiste pas à l'envie de conclure par une de ces citations qui pour moi résume entièrement le personnage. Pour trahir, il faut appartenir. C'était History Club. À bientôt.